Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 40 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Ravelry ou sur mon site sous le pseudo Folie Ordinaire. Donc mon site c'est folieordinaire.com avec un 0 à la place du O de ordinaire. Et voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau chapitre. Je devais l'enregistrer un peu plus tôt, mais voilà, j'ai eu le Covid, donc le planning a été un peu décalé. Mais du coup, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est très lumineux, mais il pleut, le temps est maussade. Donc c'est le temps parfait pour rester à l'intérieur et enregistrer, et surtout avec le bon matériel. Mais voilà, bref, on s'en fiche. Je suis contente de vous retrouver. La dernière fois, on s'était retrouvés sur YouTube pour parler pour un vlog et pour parler de mes nouvelles gammes de taille et de mensuration. À chaque fois, les vlogs vous plaisent beaucoup et j'en suis très contente parce que c'est un format que j'aime beaucoup préparer, qui demande beaucoup plus de préparation que les podcasts, mais qui entraîne aussi beaucoup d'échanges et de bienveillance autour de ma petite entreprise. Donc ça me fait très plaisir que ça vous plaise parce que je m'y retrouve beaucoup. Pour cet épisode, on va reprendre le déroulé habituel que j'ai mis en place depuis un moment maintenant. Je vais arrêter d'en parler d'ailleurs, je vois pas pourquoi, puisque si vous êtes fidèle, vous avez l'habitude. Et donc on va commencer avec un patron. Alors, pour le patron tricot, aujourd'hui on va discuter chaussettes puisque je vais vous montrer les chaussettes que j'ai enfin terminées. Donc, je les avais commencées en mars 2020 pendant le premier confinement. Premier confinement où j'étais enceinte, où j'avais l'aîné avec moi non-stop. Et j'ai eu envie de faire des chaussettes, de continuer ma semaine de la chaussette, projet qui avait été initié par Émilie et Elodie. Les autrices de Tricoter ses chaussettes aux éditions Erol. Le livre est juste derrière là, mais je vais pas tout sortir. Qui est un très bon livre, notamment pour les bases chaussettes. Et du coup, elles avaient, je crois que c'est Émilie qui avait sorti tout un petit e-book pour s'aider à faire une chaussette par jour. Et donc j'avais imprimé, mis ça dans un petit cahier et tout, et repéré les modèles avec les laines. Donc c'est toujours d'actualité, les laines sont toujours dans un petit panier prêtes à être tricotées. Sauf que pour le moment, j'en avais fait qu'une paire, et voilà la deuxième. Donc celle-ci, c'est les chaussettes jacquard de mémoire. Et c'est un modèle qui a été très très vu parce qu'il est très joli et qui s'appelle le Waiting for Henry Socks. Donc voilà. Hop. Donc la particularité de ce modèle, c'est vraiment la partie jacquard au niveau de la cheville qui est très sympa, et après il est en côte 4-1 sur le pied. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté avec les laines de Laurence, Froufrou et Capucine. Donc c'était un kit que j'avais... Non, c'est pas un kit. C'est les laines que j'avais achetées au fil de la manche, une laine à chaussettes. Avec la couleur principale qui est chinée. Et j'avais pris donc un petit écheveau une petite échevette de 20 grammes du coloris un peu framboise qui est avec un petit fil de Stellina. Donc j'ai utilisé pour les petites branches et le talon et les orteils qui sont faits après coup. Qui sont faits après coup, qui sont repris après coup. C'est une méthode que j'aime bien, moi je m'y retrouve bien, je fais pas de talons renforcés ou quoi, après je suis pas une pro de la chaussette, mais voilà, c'est une méthode qui me plaît bien. Et il faut savoir que le petit morceau violet, c'est un reste de Froufrou et Capucine aussi, un coloris un peu aubergine qu'elle avait. Alors c'est rigolo parce que je me souviens pour comment je l'avais acheté. Donc j'en avais fait un pull il y a longtemps que je vous avais montré à l'époque dans les podcasts, le April comme She Will. Je ne saurais plus dire de qui. Mais vous pouvez le retrouver dans mes projets Ravelry. Et donc il me restait un petit peu de cette laine là, et cette laine là à la base c'était
une laine orangée, je crois qu'elle avait teinte, et qui ne lui plaisait pas parce que ça faisait un peu trop DDE. Et du coup, elle avait reteint par-dessus en violet. Et moi j'aimais bien le résultat, donc forcément on retrouve un peu de orangé par moment, et ça fait un peu comme des petits speckles orangés sur certains coins, mais très très légers puisqu'ils ont été reteints. Voilà. Et je trouvais que ça allait bien avec le reste, il m'en fallait très peu. Donc je voulais pas casser un écheveau entier, donc j'ai fouillé dans ma boîte à reste. C'est un modèle qui est facile à faire, le jacquard est simple aussi. Il n'y a que deux couleurs en même temps, puisque on a d'abord les branches et ensuite les petites croix avec le blanc, donc ça reste un jacquard simple. Mais agréable à faire, et j'aime bien aussi le rythme donné par les côtes sur le dessus du pied. Donc pour les après-coup, les talons après-coup, on peut voir quand même que voilà, effectivement j'ai un petit défaut là. Mais alors celle-là, la particularité, c'est que j'ai pas rentré les fils, c'est la dernière que j'ai faite. Et j'ai pas rentré les fils, et du coup en général quand je rentre les fils, je fais un petit point pour ne pas voir ce trou. D'ailleurs je pense que si je vous montre, hop, sur l'autre que j'ai pas mis sur le bloqueur, voilà, là il n'y a pas de trou. Là, et de l'autre côté, s'il y a un petit trou de l'autre côté, mais voilà, moi ça, personnellement ça me dérange pas. Voilà, après je pense qu'il y a de quoi, il y a d'autres méthodes aussi qui permettent justement de ne pas avoir ces petits trous. Voilà, non, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà pour ça. C'est un modèle que voilà, j'ai bien aimé faire, qui se tricote du haut vers le bas. On laisse le talon en attente au milieu sur, moi j'ai fait sur un fil, j'ai mis un fil contrastant en attente. Et ensuite on tricote le pied et les orteils, pardon. Je perds mes mots ce moment. On tricote les orteils et après on revient au talon. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, c'est un montage tubulaire en haut. Et sur la première, j'ai pas fait attention, mais en faisant le montage tubulaire, j'ai pas fait en côte torse. Alors que je crois que le modèle est en côte torse normalement au niveau des côtes du haut. Mais comme j'ai raté les côtes torse sur mon stage tubulaire, j'ai fait en côte normale. Voilà. Et puis du coup, la deuxième, j'ai fait la même chose parce que je n'avais pas envie de redéfaire mon montage tubulaire. Voilà, un peu feignasse pendant ce confinement. Mais voilà, c'est un modèle du coup que je n'ai pas encore porté puisque j'attendais de vous le montrer pour qu'elle soit bien belle. Mais voilà, que je vais rajouter à ma petite boîte de bas. Donc il faut savoir que j'ai prévu donc, une boîte de bas dans des coloris un peu rouge rosé. Donc on retrouve un peu bordeaux rouge. Voilà. Et puis après, dans toutes mes autres chaussettes, j'ai voulu rester sur la même gamme de couleurs. Et pour cette boîte-là en tout cas. Je me dis peut-être que quand je retricoterai d'autres chaussettes, j'irai vers d'autres couleurs. Ce serait rigolo. Mais voilà, j'aime bien faire des thématiques boîtes chaussettes en couleur. C'est un peu ridicule, mais voilà. Et pour toutes les autres paires que j'ai repérées, j'ai déjà, voilà, la plupart du temps, j'ai les laines en fait. J'ai trouvé des laines que j'avais achetées, des écheveaux solitaires, donc elles sont de côté précieusement. Il y a un modèle dont j'ai pas les laines parce que c'est une laine, c'est le modèle Wayak, je saurais pas dire, je sais pas le dire, mais je vous l'écris là. Qui est un modèle en Dickey ou Worstin, je crois que c'est Dickey. Et en fait, il est chiné, je le trouve très joli. J'aime beaucoup l'effet chiné de la chaussette. Et celui-là, pour le coup, j'ai pas la laine qu'il faut. Alors, je sais pas si je vais doubler pour avoir l'effet chiné en prenant un bordeaux et un blanc. Je sais pas. Voilà, ce sera la surprise pour celui-là. Déjà, si j'arrive à faire les 6 autres, ce serait déjà cool. Donc j'en ai deux. J'ai une paire dont une chaussette est faite, mais elle est trop grande. C'était ma toute première paire de chaussettes. Du coup, elle est trop grande, il faudrait que je la défasse et que je refasse. Et ça m'embête de la laisser comme ça parce que le coloris est très beau. Je crois que c'est le coloris Madame Rêve de Yarn by Simone avec des rayures en coloris, je crois, 100 de chez Urso Yarn Co.
Urso Co. Voilà, donc j'en ai fait une, c'était le modèle d'agneau qu'on avait fait avec justement Florence et les tricoteuses du Havre pour le fil de la Manche. Et donc voilà, j'en avais fait une et elle était trop grande et j'ai jamais fait la deuxième. Du coup, ce qui est ridicule parce qu'il me manquerait juste à refaire une chaussette, redéfaire l'autre. Enfin, voilà, une paire de chaussettes, c'est pas. Et la laine est vraiment très belle, donc ça m'embêterait de ne pas l'utiliser. Voilà, donc celle-ci va rejoindre ma boîte de bas dans laquelle il y a. Qu'est-ce qu'il y a une paire de chaussettes toute simple que m'avait offerte Elodie. J'ai plus le nom, enfin voilà, une paire de chaussettes toute simple. C'était vraiment pour le coup la deuxième chaussette que j'ai fait en me disant allez, abandonne pas les chaussettes, c'est cool quand même. Et donc voilà, ça c'est le modèle. Donc je redis, c'est les chaussettes Waiting for Henry Socks. Je crois que c'est Tabitha Gandhi. Je suis pas sûre de moi, il me semble. Donc, voilà. De toute façon, elles sont très connues, il y avait eu un cas, etc. Voilà pour ça. Je vais la remettre là en attendant, vous pourrez l'admirer derrière moi quand je bouge, je tourne. Et on se retrouve tout de suite pour une laine. Alors, pour la laine, je vous présente la laine de mon projet que vous allez voir, que vous avez vu au début de ce podcast dans la présentation. Donc, qui sera le pull Midas, qui est un pull crop à dentelle avec des manches en jersey. Et pour ce pull, donc c'est un modèle dans le cadre d'une collaboration avec Laine Amouré. Laine Amouré. Pauline qui m'a contactée en me proposant de travailler avec elle. Et donc on est parti sur sa laine, un modèle en Dickey. Avec notamment, donc là pour le coup, la Flora, qui est une base avec 60% de mérino, 20% de soie et 20% d'yak. Donc elle est très particulière, elle est très belle, très douce, soyeuse. Et je vous en parle, mais je ne vous l'ai pas encore montré, c'est bien de montrer l'étiquette. Donc là voici, donc elle est assez soyeuse, elle a un tombé très souple. Et la couleur est assez particulière aussi parce que du coup c'est son coloris une olive dans mon tagine, dans le tagine, et en fait donc ça fait un vert kaki. Et en fait comme le yak est assez foncé je pense de base, il y a une espèce d'opacité du coloris et de la matière. Elle est assez intense je trouve. Elle n'est pas intense lumineuse, mais elle est intense, elle est profonde en couleur. Donc il y a toujours un effet un peu chiné sur les laines de Pauline, qui rend plutôt bien avec le motif, pour le coup, que j'ai fait. Et voilà, donc c'est vraiment une laine, une découverte. J'ai peu tricoté d'yak auparavant, donc je suis contente d'avoir découvert ça pour cette collaboration. Donc c'est une laine Dickey à 212 mètres pour 100 grammes, ce qui est pas mal quand même. Alors c'est sûr que un modèle, je suis partie sur un modèle crop parce que la Dickey ça vous demande aussi plus des chevaux. Et par exemple là j'ai déjà fait le corps avec le col et j'ai commencé une manche et j'ai déjà 4 écheveaux. Donc je pense qu'en tout il m'en demandera 5, donc j'ai déjà bobiné le 5e et le 6e je pense qu'il sera en rab. Mais voilà, j'avais peur de ne pas avoir assez avec 5 écheveaux. Et en même temps, voilà, 5 écheveaux ça commence déjà à compter, d'où le côté crop, parce que du coup si j'avais fait plus long il m'en aurait fallu 6, c'est sûr. Donc voilà, je dis peut-être des bêtises. Attendez, je vérifie un truc. Non, donc voilà, je vous ai bien dit des bêtises. Donc heureusement, quand je bobine un projet, je garde toujours les étiquettes pour être sûre d'avoir le bon nombre. Donc ça c'est le 5e que j'espère ne pas utiliser. Et donc pour le corps et le corps, le col et un bout de manche, j'ai utilisé déjà 3 écheveaux.
et j'ai bobiné le 4e avant-hier. Voilà, les 3 petites étiquettes. Et ça, c'est celui qui est bobiné mais qui n'est pas utilisé. Donc je pense que ce modèle, il va me demander à peu près 800 mètres de diquet pour ma taille en 92 de poitrine, plus les anses. Donc du coup, voilà, le 5e, je pense pas l'utiliser. Donc 4 écheveaux, voilà, ça fait entre 20 et 25 euros. Ça fait déjà un bon budget pour un pull crop. Je pense que le 5e écheveau serait pas mal si je faisais en version longue. Ce qui est une adaptation possible que j'aimerais faire, mais voilà. Donc c'était aussi, j'essaie toujours de réfléchir en termes de budget parce que oui, les laines de teinturier indépendantes, ça a un coût parce que derrière il y a toute une entreprise à faire tourner, il y a des salaires à verser, il y a des impôts à payer, il y a tout un système de fonctionnement qui fait que voilà, la matière première aussi, le temps de teinture, le temps de chauffe, enfin voilà, il y a tout un travail. Donc oui, ça a un coût, mais qui est juste en général. Mais voilà, j'essaie aussi de penser à celles qui n'ont pas toujours le budget et ça me préoccupe, c'est un peu un truc qui me préoccupe à chaque fois sur les modèles où je me dis, enfin des moments on regarde certaines laines et on se retrouve à chiffrer un pull à 160 € et là on se dit non, c'est pas raisonnable quoi. Si, c'est raisonnable si on a envie, si on a la possibilité, mais voilà, j'essaie de prendre ça en compte aussi parce que ça me paraît important. Et du coup, j'essaie aussi de voir, de trouver, de réfléchir à des laines un peu alternatives et moins chères et accessibles un peu plus facilement tout en restant dans de la belle laine. Voilà, affaire à suivre. Donc pour le moment, revenons sur Pauline et Hélène Amouré. Et donc cette très belle laine, une olive dans le tagine. Donc j'avais envie d'un kaki, pourquoi? Parce qu'en fait dès le début, c'est bizarre mais j'avais mon dessin de prototype et je vais poser ça, j'avais envie j'ai déjà réfléchi à l'avance de comment je l'habille ce modèle, comment je l'habille ce prototype. J'aime bien réfléchir en termes de look, donc ce que je faisais pas forcément avant, d'où les erreurs de couleurs aussi, parce que du coup quand Pauline m'a proposé et qu'on est parti sur la floraliquée, j'ai regardé les couleurs. Et j'ai réfléchi, voilà, alors j'ai voulu changer un peu du bordeaux habituel et du rouge, et j'ai réfléchi, voilà, en termes de look, comment je pourrais, notamment pour les photos, le mettre en valeur. Et donc je suis partie sur un kaki qui est un peu à la mode cette année, je crois, si j'ai bien tout suivi, mais que je trouve très beau, et notamment, voilà, c'est une couleur qui va bien avec le bordeaux. Et voilà, donc je l'ai tout de suite imaginé avec, j'ai une espèce de jupe longue en tulle, donc un petit pull crop kaki avec une jupe en tulle en noir en dessous. Je me suis dit que ça ferait joli. Et j'ai aussi imaginé alors ça je ne l'ai pas, mais j'en recherche depuis des années, j'en avais vu une fois et je ne l'ai jamais retrouvé. Je voudrais un jean rouge, donc j'ai du mal, alors je suis aussi difficile, je cherche un jean Levi's forcément, ce qui n'est pas forcément, je sais pas pourquoi, j'ai une obsession pour le jean Levi's, et rouge, donc j'en avais vu un il y a des années et je ne l'ai pas acheté, et il me fait toujours rêver, je crois. Et donc j'imaginais bien, voilà, un pantalon rouge avec ce beau kaki, donc un pantalon taille haute, je pense que ce serait très chouette aussi. Voilà. Accessoirement, j'ai aussi fait une petite photo en story cette semaine où je porte j'ai une jupe midi à boutons devant jaune qui pourrait aussi être très jolie, qui fait très jolie aussi avec ce kaki. Voilà. Donc c'est une couleur qui sort un peu l'ordinaire mais qui reste passe-partout, je trouve, que ce soit avec le jean, avec certaines couleurs à associer. Voilà. Donc je ne regrette pas mon choix. Et voilà, je me remonte une dernière fois. Là, il paraît un peu fade, en fait, avec la lumière de l'anneau. La couleur, elle se rapproche plus de ça, dans la réalité. Un peu moins lumineux, voilà. Il est vraiment... c'est un vert kaki un peu profond, intéressant. Voilà. Et maintenant, on passe à un patron. Bah non, oui, un patron, un design. Alors, le design, il y en a deux que je vous ai pas montré. Donc, il y a le châle Lycaon.
que je vous montrerai la prochaine fois, je pense, parce que là, du coup, il y a 2 semaines devait sortir, donc je devais enregistrer ce podcast il y a 3 semaines, donc je pensais l'intégrer à ce podcast, et il y a 3 semaines est sorti, non mais il y a 2 semaines est sorti le patron Myrtis, donc le gilet pull que j'ai fait en collaboration avec Yarn by Simone. Donc je devais venir au CSF pour présenter et proposer les livrets. Le livret qui est là, qui était tout beau, qui était tout prêt, mais voilà, qui n'a pas pu venir jusqu'à vous parce qu'entre les déboires du Covid et les déboires avec la poste, voilà. Mais je vais vous le présenter tout de suite. Et c'est parti. Donc, il y a 2 versions possibles dans le même patron. C'est un patron à basque, donc un modèle, donc la particularité c'est la basque. Et je l'ai réalisé dans 2 laines différentes, 2 types de laines pour avoir vraiment une possibilité différente. Donc il est dans une qualité fingering plutôt. Donc ici c'est une version qui est en mohair, donc en KMS, la qualité KMS de Yarn by Simone. Et ici c'est en coloris tomate. Donc le mohair avec un seul fil et du coup il est très léger, très voluptueux, je sais pas comment dire, et un rendu très féminin. Je trouve, j'ai adoré faire les photos de ce modèle. Donc on voit bien la basque ici avec pas mal d'ampleur. Je crois que j'ai fait 15 cm d'ampleur pour moi. Et j'ai voulu garder des manches après toutes simples, donc en jersey. Alors l'avantage du mohair, c'est qu'avec un rabattage simple, mais pas souple du tout pour le coup, il ne roulotte pas. Donc c'est assez facile pour les finitions. Hop, on voit bien là qu'il ne roulotte pas, il a été bloqué une fois et il ne roulotte pas. On a un joli col une encolure en V et c'est un montage raglan. Hop, on voit la ligne de raglan. L'encolure en V qui se termine par donc une bande de boutonnage, une bande d'encolure en jersey double. Hop, ici. Voilà. Et donc sur le modèle gilet, est-ce que je vais réussir à vous montrer la bande de boutonnage avec les boutons. Donc les boutons, je n'ai pas été chercher loin, ce sont les boutons de Simone. Alors ce que j'adore avec ces boutons, c'est que du coup, elle a les coloris exacts de ces couleurs de laine. Donc en fait, quand on veut faire un gilet et qu'on cherche des boutons, des fois on se casse la tête derrière à trouver les boutons parfaits. Et là pour le coup, je trouve que si on n'a pas envie de s'embêter, elle a plein de jolis petits boutons. Donc il y a ceux-là qui sont tout simples. Elle en a 2-3 sortes différentes. Des un peu plus gros, voilà. Moi j'ai choisi les petits parce que pour la bande de boutonnage qui était fine, c'était mieux. Et les nouveaux qu'elle a sortis, ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Voilà. Ah, je vous ai fait tourner. Voilà, je me réinstalle. Donc ça, c'est la version gilet, Myrtis. Hop, et je vous laisse 30 secondes avec les images de la version portée. Alors maintenant que vous avez vu la version gilet, je vous présente la version pull. Donc, la version pull, il est en qualité ALS, coloris anthracite. Donc ALS, c'est alpaga, lin et soie. Donc du coup, on retrouve la fluidité parfaite, parce que du coup, la basque, elle nécessite quand même un tissu, une texture très fluide, parce que trop rigide, en fait, elle se placerait pas forcément très bien.
et le rendu serait vraiment différent. J'aurais peur que une laine un peu trop, par exemple, une laine un peu plus rustique, je pense que le rendu serait beaucoup plus rigide et moins fluide. Et je sais pas comment, ça peut être très joli aussi, mais je sais pas quel serait le rendu sur la basque. Donc du coup là c'est une laine fingering. Hop. Et pour le coup les finitions sont différentes. Puisque là, on ne peut pas faire un rabattage simple, sinon ça va roulotter. Donc les manches sont exactement les mêmes que pour la version gilet. Le raglan est le même. Hop. Par contre, du coup, voilà, l'encolure, on retrouve aussi le jersey double. Sauf que pour le coup, c'est une encolure ronde puisque c'est un pull. Et là où la finition change, c'est vraiment au niveau des manches. Alors, c'est pas facile. Voilà, les manches où en fait on a un ourlet rabattu. Hop, tout simple. En fait, on continue le jersey et on fait un ourlet rabattu. Tout est expliqué dans le patron. Je vous laisse le choix en fait. Dans ce patron-là, il y a vraiment le choix entre le gilet, le pull. Donc les manches sont les mêmes, donc voilà. Et les finitions, c'est pareil. Si vous prenez le mohair, vous faites telle finition. Si vous prenez une autre laine que le mohair, vous faites telle finition. Tout est expliqué, détaillé et facile à repérer. À savoir, j'ai étendu ma gamme de taille pour ce patron et du coup, comment dire, le fichier est un peu différent. En fait, comme je commençais à avoir beaucoup de fichiers sur Ravelry, j'ai réfléchi, je vous ai posé des questions et au début, je pensais mettre les deux gammes de taille séparément. Sauf que qui dit deux gammes de taille séparées dit multiplicité de patrons. Donc pour un modèle en français, ça me faisait deux patrons, je vous l'avais déjà expliqué, ça faisait deux patrons pour deux gammes différentes. Et j'ai aussi le truc avec une version imprimable, une version non imprimable. Donc ça commençait à faire 4 patrons pour la version française, 4 patrons pour la version anglaise, donc déjà 8 patrons, plus le livret 9 fichiers dans le Ravelry, ça faisait beaucoup. Donc je suis partie sur un seul fichier pour les deux gammes de taille, et la première page du fichier vous dit si vous faites telle gamme, donc de la taille tant à taille tant, c'est telle page, et si vous faites la gamme 2, c'est à telle page. À savoir aussi que j'ai modifié l'intitulé de mes tailles parce que jusque-là j'étais partie sur les tailles européennes en prenant la taille 40, taille 38, taille 52, 58, etc. Et que voilà, on arrive dans des normes. J'ai eu pas mal de discussions avec certaines d'entre vous sur Instagram et autres par mail, et en fait j'arrivais pas à me décider, est-ce que je fais taille 1 à 1 ou SML, XL, etc. Sauf que quand on arrive au triple XL, voilà, est-ce que c'est pas dévalorisant? Du coup je suis partie sur quelque chose qui m'a été dit par une d'entre vous, un terme numérique et un fait. Et du coup, je nomme mes tailles maintenant par tour de poitrine. Et en fait, c'est vrai que je voyais pas, j'avais l'impression que ça allait complexifier la chose. Et en fait, je trouve pas du tout, parce que au final, bah voilà, c'est un fait. Un tour de poitrine, c'est une mesure réelle et c'est comme ça. Donc voilà, je trouvais que c'était le plus simple et le plus juste au vu de toutes mes réflexions et recherches. Donc voilà, merci à celle qui m'a suggéré cette chose et voilà. C'est chose faite. Donc je vous laisse en image avec le myrtille porté.
Alors, pour finir avec le myrtille, parce que je ne vais pas donner énormément de détails techniques, je vais juste expliquer un peu le patron. Donc, c'est un modèle qui se fait en top-down, donc on commence toujours par le haut, le col, donc soit en rond, soit en aller-retour, et on finit, on fait le raglan, après on passe à la séparation des manches, et on fait le corps, donc la distance droite, et ensuite on ajoute les mailles pour avoir donné l'ampleur de la basque, et ensuite on reprend les manches. C'est un modèle tout simple. Voilà, je pense qu'il est pas compliqué. Après, il peut être long parce qu'effectivement, la basque, on triple le nombre de mailles. On triple ou on double, je sais plus. Plus en double. J'ai plus le nombre exact en tête, mais voilà, le nombre de mailles augmente assez considérablement et du coup, c'est un peu long. Le temps de la basque, la fin est assez long, mais voilà, il est quand même assez simple, je trouve. Après, je pense que débutant, ça pourrait le faire, c'est juste le temps qui peut être voilà, un peu plus long pour celui-ci. Donc voilà, et on va passer à une explication. Alors, pour l'explication, je reprends mon petit carnet. J'ai posé quelques questions tout à l'heure, je m'y suis prise un peu tard, j'essaierai de prévoir la veille pour la prochaine fois, mais comme tout était un peu flou, j'ai fait au mieux. Et donc c'est Milelf qui m'a donné, Mylène, coucou, qui m'a donné la question: as-tu une technique pour avoir de belles bordures? Donc de belles bordures, c'est-à-dire pour faire quoi? Pour faire un gilet, une écharpe, une couture, de belles finitions, voilà. Donc elle me dit la totale. Donc je vais recommander juste deux choses de ce que moi je fais ou pas d'ailleurs. Mais par exemple, si on veut avoir des belles finitions sur le gilet, un gilet où la bordure est intégrée, ce qui est possible de faire, c'est de faire une maille lisière. Donc ça veut dire de ne pas tricoter la première... une maille lissée, pardon. De faire une maille glissée et donc de ne pas tricoter la première maille. Donc on la glisse comme pour la tricoter à l'envers. Et ensuite on tricote le reste du rang normalement et on fait la même chose quand on retourne l'ouvrage, puisqu'un gilet c'est en aller-retour. Donc du coup on se retrouve à avoir une maille non tricotée au début et ça fait une finition plus propre au niveau de la maille glissée parce que ça évite les formes un peu, les déformations de mailles. Donc voilà, le fait de glisser une maille toujours en début de rang à chaque rang, ça permet d'avoir une finition propre. Et donc ça peut être sympa pour les gilets, les écharpes aussi, les ouvrages droits. En revanche, pour tout ce qui est les bords qui doivent être cousus, par exemple pour le myrtille, où vous allez relever toutes les mailles de l'encolure, alors là, je n'ai pas fait ça, parce que typiquement je suis une mauvaise élève. Mais ce qui peut être facile, et c'est vrai que les fois où je le fais dans d'autres patrons que je réalise, d'autres personnes, certaines recommandent de tricoter la première maille et la dernière maille du rang toujours à l'endroit. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une maille en bordure, en lisière, qui est toujours tricotée à l'endroit. Donc en fait, ça fait un point mousse en aller-retour. Et du coup, cette maille de mousse, en fait, elle est très repérable et du coup, elle est facile à relever aussi. Donc, quand on relève, après, on sait qu'on a appliqué dans cette maille qui fait en fait une barre au milieu de la bordure et donc elle est facile à repérer, à relever. Attention quand même parce que du coup, au niveau du nombre de mailles à relever, ça peut peut-être avoir une incidence. Donc voilà, à réfléchir, à bien mesurer quand même. Mais voilà ce que je recommande. Donc pour une finition propre et droite qui ne roulotte pas, je dirais une maille glissée, la première maille que l'on glisse à chaque rang. Et du coup, pour faire les coutures, je ferai toujours une maille en droit au début et à la fin de chaque rang. Voilà. C'est le petit conseil du jour. Et on se retrouve avec un patron et un tissu complet.
Alors, pour le patron et le tissu, donc je vous ai dit, j'ai du mal à me remettre à la couture parce que voilà, ça a été mouvementé depuis la rentrée et ma reprise. Néanmoins, j'ai toujours à chaque fois je vous ai dit, je réfléchissais en termes de look et j'ai toujours cette envie de me dire, je fais un patron et des photos pour ce patron avec un modèle tricot avec des photos pour ce modèle et faire des réalisations couture. Donc j'ai des idées, des envies, mais je ne prends pas le temps de le faire. Parce que voilà, d'autres priorités et que je me dis que voilà, l'entreprise de tricot, plus la famille, les enfants, ça me fait déjà pas mal de choses à gérer. Mais je désespère pas, je me dis que je vais réussir à trouver un peu de temps et d'énergie pour le faire. Donc par exemple, à la moitié du mois de décembre, je vous proposerai mon nouveau crush couture automne-hiver, sauf que bah, ce sera que hiver, puisque j'ai un peu raté l'automne. Mais voilà, je le tiens toujours, j'ai toujours une liste de petits coups de cœur couture que j'aimerais réaliser. Donc je vais faire cette liste et je vous la publierai en article de blog au mois de décembre, mi-décembre. Voilà pour ça. Et puis du coup, je vais vous présenter un des modèles dont j'ai sûrement déjà parlé, mais je ne pense pas vous l'avoir montré encore. Donc l'année dernière, j'avais craqué pour les coffrets de l'atelier Mazie, les ateliers Mazie, qui est en fait qui était, parce que je crois qu'il y en a, ça n'existe plus, qui était un des volets de Charlotte Jobert. Charlotte Jobert qui fait beaucoup de lingerie et de body. Et donc j'avais craqué pour une box. Et je vous montre tout de suite lequel. Donc j'ai craqué pour le body Baila que je trouve magnifique. Donc le body Baila, c'est un body qui est croisé, qui n'a pas de pression en bas d'ailleurs, qui a plusieurs facettes de finition et qui a des belles manches ballons, un beau décolleté. Voilà. Donc on avait craqué dessus avec Simone justement et on s'était dit, non, on l'avait acheté chacune de notre côté. En fait, on s'était dit qu'on le coudrait ensemble et on l'a toujours pas cousu. Ça va faire 1 an quand même. Donc là, on s'est lancé un peu le défi de s'y remettre. Donc dans le patron, il y a tout qui est inclus. Enfin, dans le coffret, il y a tout qui est inclus. Donc il y a le livret d'explication, les planches de les planches de patron. Et il y a les doublures. Ça c'est le lycra. Tout ce qui est lycra pour mettre soit en doublure soutien-gorge ou en doublure culotte, je pense. L'élastique. D'ailleurs, j'avais pas percuté, mais c'est un élastique un peu plastifié. Je n'ai jamais fait ça. Voilà. Je vais découvrir. Hein. Élastique. Et donc le tissu. Vous me voyez venir ou pas au niveau de la couleur? Ouais. Non. Donc le tissu, moi j'avais craqué sur le tissu Bordeaux côtelé. Je trouve magnifique. J'avais hésité avec le noir, hein, qui était très beau aussi. Alors, il y a un paquet de... Il y en a beaucoup. Par contre, ce qui me faisait peur, ce qui nous faisait peur avec Simone, c'était la taille, quelle taille faire. Et du coup, je m'étais dit que je ferais peut-être une toile. Donc à voir, j'avais encore un peu de jersey vert d'une ancienne robe Stasia. Pourquoi pas faire un petit body, même si je fais à la limite que les manches courtes ou autres, pour faire un essai. Mais voilà, je pense que je vais le tenter. Est-ce qu'on se ferait pas un petit défi de Noël avec Simone peut-être pour se motiver à le faire et que je me remette à la machine parce qu'elles sont en train de prendre la poussière. Voilà, donc pourtant j'ai des patrons à finir, c'est ça qui est bête quoi, j'ai des trucs découpés de cet été. À chaque fois je découpe mais je m'arrête là. Là le dernier patron c'est toujours celui dont je vous parle régulièrement, c'est le chemisier Vicky dont j'ai brodé l'épaule en noir sur noir et que j'ai toujours pas cousu parce que l'étape suivante c'est la boutonnière de devant, la patte de boutonnage de devant. Je l'ai déjà fait hein, pourtant et j'ai très bien réussi parce que les explications de Anna Rose Pattern sont très bonnes.
Mais voilà, je ne l'ai toujours pas fait parce qu'avec la broderie que j'ai faite, j'ai tellement peur de rater, de tout gâcher que... Alors je me suis même dit, et si je ne faisais pas la pâte? Mais en fait, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au patron. Donc je vais finir par la faire. Je vais ressortir le fer à repasser, les explications sur internet et le patron. Et je vais me lancer. Ce serait bien que je m'y remette un de ces jours parce que c'est vraiment un chemisier classique et basique qui peut être très sympa. Avec un jean. Parce que la version que j'avais faite, je l'avais fait dans un Liberty, non pas un Liberty, un tissu Listellor bleu, mais du coup je porte très peu de bleu, surtout ce bleu là, et en fait du coup je le mets quasiment jamais, ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup la forme. Voilà, j'y pense pas, ça vient pas aussi naturellement que d'autres couleurs à porter. Mais voilà. Donc voilà pour le patron et le tissu, affaire à suivre, peut-être que la prochaine fois je vous le montrerai en entier et cousu. On verra bien. Et on va passer à une question pour finir. Alors, dans les questions que j'ai eues, on m'a demandé, donc c'est pas technique, donc je me suis dit que j'allais l'intégrer ici. On m'a demandé quel était mon pull ou mon gilet facile et accessible pour les débutants. Alors, j'ai un peu cherché dans ma boutique Ravelry et forcément, je n'ai pas beaucoup de modèles débutants et simples. Alors, je me suis dit que ce serait bien que j'y remédie. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je vais toujours vers des choses un peu plus complexes. Celui-ci ne me contredira pas, le pull Subchus ne me contredira pas avec tout son motif, voilà. Après, voilà, c'est des modèles qui sont pas non plus ultra compliqués, j'essaye de détailler le plus possible, donc on a Pardalis là par exemple, qui est en laine worsted, mais qui a une grosse tresse sur le devant, donc je dirais... Alors, vous m'avez demandé pull gilet, donc pour faire une digression, je dirais le châle Lycaon, que je ne vous ai pas encore présenté ici, mais le châle Lycaon qui est assez simple à faire et pour le coup qui est très accessible aux débutants. Par contre, au niveau pull gilet, j'ai toujours un motif ou un truc. Donc, par exemple, pour Saiga, il y avait le raglan qui était en motif dentelle. Donc, il faut lire un diagramme ou une explication en même temps en parallèle. Donc il est assez simple, mais c'est un débutant un peu plus, un débutant plus quoi. Je pense que débutant même niveau intermédiaire. Donc pour le moment, en fait, le plus simple que je peux vous dire pour les débutants, ce sera celui-ci tout simplement en fait. Parce qu'au niveau, enfin particulièrement le gilet en fait même, puisque avec le mohair, en version mohair, la finition c'est juste un rabattage, il n'y a pas de côte. Il y a l'encolure qui est un peu plus complexe mais que j'ai bien détaillé. Il y a même un tuto vidéo. Mais voilà, c'est du jersey, donc voilà. Le seul bémol pour les débutants, ce que je disais tout à l'heure, c'est la longueur à tricoter et le nombre de mailles qui peut être un peu décourageant quand on commence. Mais voilà, pour les débutants, je recommande Myrtis. Voilà, pour clore ça. Et après, l'autre chose que je peux recommander, et je vais faire la transition avec la fin et la prochaine fois, l'autre chose que je peux recommander, c'est mon livre. Non, alors c'est le livre, donc je vous en ai pas encore parlé ici, mais il fera le prochain vlog, le vlog numéro 4 sera entièrement dédié à mon livre. Je voudrais vous présenter le petit modèle, le travail, le déroulé de conception de ce livre, donc je suis très fière, que je trouve très beau. Donc layette pour les tout petits. Et donc dans ce livre, pour le coup, il y a des modèles accessibles aux débutants. Voilà, donc je vous en montre pas plus parce que je vous ai dit je voudrais consacrer un vlog, le prochain vlog à mon livre. Donc voilà, mais vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne sur folieordinaire.com et aussi dans toutes vos librairies. Par exemple, encore hier, la nourrice de mon fils m'a dit qu'elle l'avait vu à Cultura, donc un petit peu contente.
Voilà, donc il est dans les librairies Cultura, la Fnac ou autres, Leclerc Culture aussi, mais aussi dans toutes vos librairies créatives ou les librairies aussi indépendantes. Je sais qu'Armand, par exemple, il est à l'Armentière. Enfin voilà, les librairies indépendantes l'ont aussi ou peuvent l'avoir, il faut leur demander. Voilà. Après, il est aussi disponible sur Amazon, sur Internet, sur tous les sites qui revendent des livres. Voilà, donc c'est la transition, puisque la prochaine fois, on va se retrouver avec lui. Et donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous, des petits pouces, des petits cœurs, des petits... Faites-vous plaisir si ça vous fait plaisir. De laisser des petits commentaires ou des petits avis. Des avis tout court, pas forcément petits. Qu'ils soient positifs ou négatifs à partir du moment où ils sont constructifs. Et moi, je vais vous faire des bisous et vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.